On reprend donc la question de l'idéologie et de la politisation avec un tout petit pas de côté, puisqu'on a appelé cette séquence fétiche, tabou, falsification. Comment les savoirs sont rendus indisponibles. Alors je vais commencer par une communication assez large et à la fois d'histoire des sciences et un peu d'épistémologie, un peu d'expérience personnelle. Puis Denis Dupré va nous parler de la manière dont on a fait de la violence un tabou dans les réflexions actuelles, en particulier sur comment les sociétés vont faire face à ce qui nous arrive avec les changements environnementaux. Puis Thierry Ribaud va nous parler d'une manière beaucoup plus précise d'une question très importante qui est la question d'une sorte de sémantique institutionnelle qui s'est installée sur la résilience et en particulier sur la résilience après les événements dramatiques ou tragiques de Fukushima et donc les événements qui concernent le nucléaire civil. Je suis supposée à la fois m'occuper de la table ronde ou du symposium, je ne sais plus comment on appelle ça, et de ma communication. Donc j'ai du mal à me présenter moi-même, mais je voudrais quand même que vous sachiez, je suis historienne de formation travaillant sur la Révolution française. J'ai travaillé sur des enjeux de violence, d'après-coup de la violence, et j'ai travaillé sur des enjeux épistémologiques sur mes objets. Je suis arrivée dans l'équipe STIP très récemment en novembre et dans l'équipe Pacte en janvier 22. Et donc c'est depuis une nouvelle casquette, mais où je cherche à transférer ce que j'ai pu comprendre des sociétés disons, qui subissent des violences fortes, et en ayant réfléchi sur la question démocratique que j'arrive dans l'équipe. Aujourd'hui, je fais donc un travail qui est un peu différent, et je vais vous proposer donc cette communication sur fétiche, tabou, falsification, comment les savoirs sont rendus indisponibles, et plus précisément sur la question des tabous, de la censure, de la scolastique, que devient la valeur savoir. Alors, j'ai choisi de vous parler dans un premier temps de la manière dont fonctionnent les dénis et les tabous, en tant que dénis et tabous ont comme source la peur de savoir, de faire savoir, et la peur de ce que j'appelle le schisme à l'intérieur de la communauté. Cette question de peur de savoir et du déni a partie liée avec l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler l'évolution des savoirs eux-mêmes et le sentiment de toute puissance humaine qui est entamé sur le plan narcissique par des grandes découvertes, que ce soit celle de Copernic, qui a mis énormément de temps, comme vous savez, à pouvoir être admise, celle de Darwin, qui n'est toujours pas admise par tout le monde, et celle de Freud, qui est encore moins admise par tout le monde, avec des débats qui sont tout à fait légitimes, mais qui montrent que les révolutions scientifiques sont toujours laborieuses et qu'elles sont toujours confrontées à cette question des dénis, et éventuellement, puis d'une manière successive au déni, à des tabous qui s'installent dans la communauté. Peut-être que notre nouvelle irréparable, renoncer à la croyance en l'illimité des possibles avec des ressources illimitées, opère finalement une nouvelle entame narcissique, et que la conscience des risques systémiques globaux est peut-être notre quatrième entame narcissique qui conduit soit du côté des scientifiques mais aussi de la société, et dans un premier temps je ne séparerai pas, au renoncement apathique, à ce qu'on a déjà évoqué qui pourrait être la panique complotiste, à une poursuite dans le déni du travail as usual. Je sais bien, mais quand même, et donc on sait bien que le PIB, c'est pas quelque chose qui ne mérite pas d'être interrogé. On sait bien qu'on n'est pas à l'équilibre, mais on fait des modèles à l'équilibre, et donc je sais bien, mais quand même. Et puis, quand même, pour un certain nombre, risquer des pas de côté. Ce savoir inaudible ne forme pas de conscience politique, ne forme pas de conscience politique pour l'environnement. L'effroi produit par le savoir produit de l'apathie.
Et pour pouvoir réagir, il faudrait retrouver la chair de la colère pour retrouver l'enthousiasme ou le feu sacré. Cette question du feu sacré ou de l'enthousiasme, il a été évoqué sous d'autres formes qui supposent une interrogation collective, puisqu'on a réintroduit la notion de spiritualité à plusieurs reprises, en particulier dans la première séance, mais aussi à d'autres endroits de manière émaillée. Et peut-être qu'il faudrait se mettre d'accord sur la manière de réinvestir cette question de l'enthousiasme et des émotions à l'intérieur de nos travaux. Réinvestir l'imaginaire d'un futur possible sans nier les processus d'effondrement est loin d'une idylle dénuée de conflits. Sortir des débats publics ou scientifiques binaires et donc défragmenter le débat scientifique, s'émanciper enfin du fétiche argent et de l'évaluation. Alors je reviens sur les sources des tabous. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, les tabous sont à la fois liés à des configurations mentales de l'ensemble de la société et des individus. La peur, elle peut être collective ou individuelle, et la réaction à la peur aussi. Ces tabous, en fait, sont internes au monde savant, puisque les mondes savants génèrent aussi des tabous, comme je viens de l'évoquer. Ces tabous sont liés aussi à des enjeux financiers, puisque les moyens sont donnés aux totems et non aux tabous. Et on peut évoquer, évidemment, la manière dont sont financés les projets d'intelligence artificielle et comment ne sont pas financés nombre de projets qui concernent les humanités. De ce fait, on peut dire que le savoir est indissociable de ces conditions de production. Et de ce fait, on peut dire que ces conditions de production, en tant que telles, sont des objets politiques, et que le premier tabou du monde académique, c'est le tabou de cette reliance à des conditions politiques, et donc de savoir qu'immédiatement nos objets sont pris dans des réseaux du disciple politique, du faisable politique, et que c'est très difficile de maintenir l'hypothèse de savoir qui serait complètement apolitique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un contrôle à avoir sur les processus de politisation, mais nécessité d'interroger nos conditions de production, d'interroger le rapport qu'on entretient à la demande sociale, et d'interroger quand cette demande sociale est en fait une demande néolibérale de soutien d'une industrie à laquelle on n'adhère pas nécessairement, et qui élimine un certain nombre d'objets de recherche qui justement ne répondent pas. Il se trouve que récuser un tabou fait du chercheur une sorte de schismatique isolé, à l'instar d'un Galilée ou d'un Copernic. Et le tabou apparaît ainsi comme un fondement de la communauté et non pas seulement comme une croyance. Selon Kuhn, les paradigmes ne peuvent être abandonnés que lorsqu'ils sont vraiment épuisés, c'est-à-dire qu'on n'arrive vraiment plus à construire des objets de recherche à partir de ces paradigmes, et que les résistances mentales cèdent. Et, dit-il, ces résistances mentales cèdent que quand il y a vraiment un autre paradigme qui a réussi à se construire d'une manière, je dirais, tuilée avec l'ancien paradigme, et que donc il y a un certain courage à avoir pour continuer les pas de côté et construire une communauté qui propose un autre paradigme. Cette communauté, elle peut être une communauté relativement paria pendant un certain temps. Les individus peuvent être isolés dans leur propre champ, ils peuvent être dans la difficulté par rapport à leur propre laboratoire. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il y a vraiment quelque chose à interroger sur la manière de se donner les forces d'aller vers un autre paradigme. C'est pas quelque chose qui est évident. Il s'agit pas de se lever un matin en disant « mais oui, c'est sûr, on n'est pas à l'équilibre et il faut plutôt travailler sur les déséquilibres », comme disait Marc Chenet hier. Mais c'est pas évident si on est dans un laboratoire où tout le monde travaille sur une hypothèse ou de l'économie à l'équilibre. Nous ne sommes pas les employés de l'université, nous sommes l'université, disait Olivier Beau à France Culture. Et cette question mérite d'être analysée parce que nous avons évidemment ces questions d'isolement et de difficulté, parce que nous fonctionnons encore. On a une conception corporative du métier, au sens où c'est les pairs qui décident de ce qui est légitime et illégitime, que les procédures, les méthodologies et les paradigmes dépendent de l'accord ou du désaccord des pairs. De même que l'Église et la société chrétienne sont un corps mystique dont la tête est le Christ,
L'université telle qu'elle est née au XIXe siècle aspire à être une sorte d'étoile autour de laquelle gravitent des satellites éclairés par sa lumière, qui n'est autre que la science pure. Et donc il y a l'idée d'une pureté de la science à l'origine de la création de nos corporations. Et c'est pour ça que c'est le tabou fondamental de savoir qu'on a des conditions de production qui font de nos objets des objets immédiatement politiques. Le respect de la science est alors lié au XIXe siècle à des convictions philosophiques qu'on considère progressistes, des politiques avancées, qui rapprochent à ce moment-là les scientifiques et les littéraires, chose très différente d'aujourd'hui, mais encore qu'on essaye de le faire, ralliés aux méthodes pratiquées dans les universités allemandes. Donc on a comme ça toute une histoire de l'université qui explique aussi nos blocages, nos verrous actuels, et qu'il faut revisiter. Donc courage pour pouvoir faire face à l'admis, et donc nous savons que l'acceptable scientifique bouge très lentement. Toute science est contrainte par l'historique, et la quête de vérité, c'est ce qui va m'occuper maintenant, ne peut se confondre avec la quête d'accréditation, ou le consensus, même en sciences, et même en sciences dures. Je vais prendre 2 exemples qui sont pour le coup des exemples d'expérience, et des exemples aussi qui sont assez connus, mais que je vais essayer de déployer un tout petit peu plus. En histoire, le tabou par excellence, c'est l'anachronisme, c'est le crime par excellence. L'anachronisme, c'est utiliser des savoirs actuels sur la société et les projeter sur le passé. Et ça, c'est vraiment le crime majeur qu'on apprend dès la première année en histoire. Ce crime majeur conduit à abandonner toute conception de passage entre les temps. Or, un savoir historique qui ne reviendrait pas vers le présent ne servirait à rien pour les hommes du présent, et on se demanderait pourquoi faire de l'histoire si ça ne nous sert à rien. Au sens social, au sens construction du sujet humain, et donc il y a bien quelque chose à interroger, y compris dans la dimension culturelle simplement, de ce qu'on rapporte vers le présent. Si on se demande ce qu'on rapporte vers le présent et si on peut rapporter quelque chose vers le présent, c'est bien qu'on a emprunté quelque part quelque chose au présent pour aller vers le passé. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça fait pas très longtemps, mais elle s'est appuyée elle-même sur des objets plus anciens, Nicole Laureau, qui est une historienne de l'Antiquité grecque et d'Athènes en particulier, a écrit un article qui était un article vraiment frondeur, qui s'appelle « Éloge de l'anachronisme en histoire ». Et elle explique qu'elle a travaillé sur l'amnistie des 30 à Athènes parce qu'elle était choquée par l'amnistie de Paul Touvier. Et que c'est parce qu'elle était choquée par l'amnistie de Paul Touvier, donc par un événement historique précis, qu'elle se demande comment faire, et elle se dit que finalement travailler la question non pas dans le présent chaud, mais en choisissant un laboratoire éloigné, elle va pouvoir apaiser sa colère, non pas la dissoudre, mais l'apaiser, et pouvoir ouvrir un laboratoire avec l'histoire en analysant comment fonctionne l'amnistie. Je ne vais pas insister sur l'amnistie très longtemps, mais du coup, elle part du présent, elle ouvre le laboratoire, elle revient. Ce laboratoire historique sur l'amnistie, il répond à toutes les règles procédurales du métier d'historien. Mais ce qu'elle introduit en plus, c'est le fait qu'elle reconnaisse que la question qu'elle a ouverte vient de préoccupations qui l'inquiètent, qui lui donnent des émotions, que son métier d'historien le connaît, donc elle sait bien travailler sur ses sources antiques, et que son métier d'historien, une fois qu'elle a trouvé des choses, et elle trouve vraiment beaucoup de choses très intéressantes sur l'amnistie, elle revient pour expliquer que la notion même de démocratie a été transformée par les usages de l'amnistie, et qu'on est sorti de l'idée d'une capacité du démos, excusez-moi, à lutter contre les aristocrates, à une conception qui est une conception beaucoup plus terne du politique, qui est une conception simplement de l'état de droit, dans la manière de traduire politeia, ce qui n'est pas une très bonne traduction. Cet anachronisme, donc, il existe depuis au moins le livre de Marc Bloch, L'étrange défaite, donc sur la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il a existé avant, avec Irénée Marou. Il a existé dans des pratiques comme ça, un peu isolées. Et puis, il y a ce gros article qui a conduit à beaucoup discuter sur l'anachronisme. Je considérais, pour avoir travaillé toute ma vie avec cette question de l'anachronisme contrôlé, parce qu'elle ajoute le mot « contrôlé » par la procédure,
Et j'ai présenté une analyse de livres dans un laboratoire de l'École des hautes études en sciences sociales, le CRH, sur les poubelles du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Ce livre sur les poubelles du XVIe siècle au XVIIIe siècle, toutes les questions qu'il pose, y compris sur les communs, sur le recyclage, sur etc., sont des questions issues de nos problèmes actuels. Vraiment, toutes les questions. Il y a 20 ans, on n'aurait pas pu écrire un tel livre. Et donc, j'ai demandé aux auteurs pourquoi ils passaient sous silence cette question de l'anachronisme. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est une non-réponse. C'est en fait un gardien du temple du laboratoire, le vieux monsieur que je respecte beaucoup, Robert Dessimon, qui a répondu « mais on va quand même pas parler d'anachronisme ». Voilà. Donc le débat a été clos plus de 20 ans après la publication de l'article de Nicole Leroux. Anthropocène, Capitalocène, j'en dis juste un mot parce que je vois que je ne respecte pas le temps. Alors, Anthropocène, Capitalocène. Anthropocène, ça supposait être l'ensemble de l'humanité qui est responsable de notre situation. Et qu'est-ce que ça fait de dire que c'est l'ensemble de l'humanité? C'est que ça gomme la responsabilité de ceux qui ont vraiment pollué, que ce soit les pays du Nord, ou que ce soit, disons, les capitalistes ou les gouvernements capitalistes. Enfin, après, on peut rentrer dans les détails, mais ça gomme cette question de contradiction entre le travail et le capital. Et donc, les gens qui ont réfléchi à cette question ont proposé de le réintroduire dans la notion de capitalocène et de réintroduire la question de classe. À ce moment-là, Bruno Latour a proposé la notion de classe écologique. Et en fait, la proposition de classe écologique gomme à nouveau la contradiction entre le capital et le travail à la fois comme question de valeur, et le travail aussi comme lieu, comme aujourd'hui, de noyaux sociaux très importants dans notre société qu'on n'a pas encore remplacés. Donc, le débat entre Anthropocène et Capitalocène, eh bien, c'est un débat sur la manière de rendre tabou les questions sociales classiques qu'on a évoquées hier également. Alors, je voudrais dire que le refus de reconnaître l'incomplétude du savoir conduit à une scolastique, parce que quand on n'arrive pas à introduire un anachronisme en histoire, eh bien, effectivement, il faut constamment répéter les mêmes méthodes, les mêmes objets. Et donc, il y a quelque chose qui s'affadit. Et on répète finalement des choses connues et on fabrique une sorte de cartographie scientifique à l'échelle 1. Évidemment, une échelle 1 est illisible. Donc, on est dans une fragmentation infinie des objets qui prétend à l'accumulation, mais on n'arrive pas à fabriquer la carte. Et même si on arrivait à fabriquer la carte, elle serait illisible. Le refus de la théorie, qui est très très présent dans les sciences humaines et sociales aujourd'hui, et en particulier dans les disciplines empiriques comme l'histoire et l'anthropologie, et un refus de critique de la méthode, qui est une méthode quand même souvent routinisée. Le refus des hypothèses audacieuses, et donc on a une conception linéaire du progrès du savoir, ce qui fait que certaines avancées, par exemple celle de Nicole Leroux, eh bien, peuvent facilement être désavouées, oubliées, et donc on est constamment à recommencer, et donc on assiste à une censure multiforme et à une marchandisation. C'est le deuxième objet qui me paraît important. Évidemment, en 3 minutes, ça va être un peu court, mais je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de questions historiques sur ce refus de transformer l'université en lieu marchand. Il y a une distance prise dès le début, dès le 19e siècle, par des professeurs de faculté des sciences avec une recherche tournée en priorité vers les besoins de l'industrie. En 1895, Émile Duclos, qui est un disciple de Pasteur, participe à des recherches de sciences appliquées et pense qu'il ne faut quand même pas attirer à la faculté des sciences des candidats se destinant à l'industrie. Il est très modéré dans sa formulation, mais enfin, il se méfie d'une manière importante d'une confusion des genres. Le doyen Apple craint que la délivrance de diplômes pratiques fasse tort aux enseignements élevés. Et là, on est dans le corporatisme. Le mathématicien Émile Ricard ne veut pas que l'université de Paris n'ait plus qu'un seul souci, fabriquer des produits pour l'industrie. Nous devons penser d'abord à la science qui s'appelle pure, je vous ai dit ce que je pensais de cette pureté, et consacrer à son développement toutes nos ressources. Enfin, le chimiste Haller, qui pourtant avait beaucoup de contacts avec les industriels, affirme « c'est aux ressources que l'industrie chimique allemande a trouvées dans les universités qu'elle doit sa prospérité. Ce ne sont pas les techniciens qui en sont les artisans. » Donc il y a vraiment cette question de aussi pour qui l'université travaille. Et cette question de pour qui l'université travaille, eh bien aujourd'hui est devenue extrêmement prégnante
Parce que, évidemment, le modèle français, qu'on connaît, en tout cas pour les gens de mon âge, est en train de disparaître, en fait, au profit d'un modèle américain qui a toutes ses qualités aussi, mais qui n'a pas la qualité de préserver de la marchandisation. Et cette marchandisation, c'est une marchandisation à la fois des personnes, c'est-à-dire que les différents professeurs changent d'université pour augmenter leur salaire. Il n'y a pas de grille, et donc c'est une conception où, effectivement, le chercheur devient un employé de l'université et n'est pas l'université. La deuxième chose, c'est qu'on vend également les diplômes, et donc en fonction de la hiérarchie des universités, le diplôme se vend plus ou moins cher. Et puis, cette question des carrières se retraduit dans un retour sur investissement, c'est-à-dire que si vous avez un bon diplôme, eh bien, vous pouvez espérer avoir une bonne carrière. Si vous avez un diplôme d'université médiocre, vous aurez une médiocre carrière. Donc on n'achète pas simplement un diplôme. En Amérique du Sud, on dit qu'on achète une carrière. Et donc à partir de là, on a quelque chose qui s'est effondré. Et quelqu'un comme Linda... je vais oublier son nom. C'est une éditrice américaine qui a fait un livre qui s'appelle L'éclipse des savoirs, qui est paru chez Alia dans sa traduction. Et elle affirme qu'aujourd'hui, dans ce contexte, pour ne pas se faire d'ennemis dans cette affaire de carrière et de retour sur investissement, eh bien, en fait, les chercheurs ont délégué aux éditeurs la possibilité de valider les recherches par la publication. Et qu'en conséquence, les chercheurs n'exercent plus leur faculté de juger. N'exerçant plus leur faculté de juger, ils ne sont plus dans le débat. Et ayant tué le débat par le refus d'évaluer leur pairs et de discuter, évaluer pas au sens de disqualifier, mais au sens de débattre vraiment, eh bien, on se retrouve avec des bibliothèques mortes où le fait d'avoir publié un livre suffit et qu'il n'est pas nécessaire de le lire, mais qu'il est nécessaire qu'il ait été simplement installé dans une bibliothèque. Donc on est dans une baisse de la lecture, y compris en sciences humaines et sociales, et dans quelque chose qui empêche effectivement de produire des débats autres que des débats binaires qu'on peut observer dans différentes arènes, y compris médiatiques bien sûr, qui sont par exemple nucléaire contre éolienne, ou neutralité axiologique, ou engagement militant. Tous ces débats binaires en fait sont des débats qui sont finalement très éloignés de ce qu'a été la valeur savoir, de ce que peut redevenir la valeur savoir, comme lieu de possibilité d'imaginer un monde futur et donc d'imaginer que nous avons une fonction qui est également politique. Merci. Denis Dupré. Certains le connaissent bien, mais d'autres non. Professeur de finance éthique, qui a travaillé très longtemps, jusqu'en 1998, dans divers organismes bancaires. Donc il a une expérience forte de ce qu'est la réalité du monde bancaire. Et il est enseignant-chercheur en finance, éthique et développement durable à l'Université de Grenoble. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages en finance, économie financière, éthique et écologie, et propose de mieux comprendre les enjeux sociaux, écologiques et politiques de nos actions. Crise et éthique de l'action, c'est le titre de son site. Il a été invité dans différentes universités, notamment à Shanghai, à Belo Horizonte et à Genève. Il est ingénieur diplômé de l'école des mines de Douai, titulaire d'un DEA de gestion de l'université Paris-Dauphine, titulaire de l'habilitation à diriger des recherches en gestion de l'université Grenoble 2. Et il est également membre du collectif Stop Évasion Fiscale. Merci Sophie. En t'écoutant parler sur les tabous, je me suis dit là, je faisais face à un challenge freudien, quoi. Parce que la question comment parler sans tabou sur les tabous, alors là, j'étais perdu dans mes pensées et je redescends sur terre. Alors là, je vais vous parler des tabous, mais je vais vous parler du rôle particulier de la violence dans une science des effondrements. Quelque part, on parle tout le temps d'effondrement, nous, mais on parle jamais de violence, ou c'est un peu caché. Alors, est-ce que c'est un tabou ? On va voir ça. Alors, c'est un article que j'ai écrit avec Jean-Yves Courtonne, Serge Fenet, Guillaume Mandil. Du coup, ils m'ont laissé le présenter. Au début, je me suis dit, c'est super, c'est sûrement que je suis le plus posé, le plus raisonnable de la bande. C'est pas évident, peut-être. Puis après, peut-être, je me suis dit, je suis le plus malin. Bon. Et puis, hier, quand j'ai relu l'article, j'ai enfin compris pourquoi.
c'est que dans l'annexe de l'article, alors lisez l'article, il est super, il y a une annexe sur l'insurrection. Et alors on va discuter ensemble et puis vous allez peut-être vous dire, ah ben ce gars-là, il prône pas un peu l'insurrection? Et là vous comprendrez dans l'annexe que l'insurrection, à la Révolution, ils ont dit l'insurrection est le devoir des citoyens. Si ça va pas, il faut l'insurrection. Puis après ils ont oublié de l'inscrire définitivement. Bon, on ne sait pas pourquoi. Après Napoléon, il n'aimait pas trop l'insurrection, hop, en casse-prison. Et puis il y a 15 ans, on a renforcé la chose. Et c'est même l'incitation indirecte à l'insurrection. Et bien là, c'est 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Donc je comprends que mes collègues et néanmoins amis, finalement, m'aient laissé présenter. Alors, la violence, elle n'a pas toujours été tabou. Hein. Sorel, qui est 19e siècle, qui est un marxiste convaincu, il a expliqué, là je vous fais le schéma de Marx, c'est un classique, voilà les violences. C'est clair, c'est les dominants qui l'exercent sur les dominés. Et le fait qu'ils réagissent et qu'ils fassent l'insurrection et qu'ils veulent prendre le pouvoir, c'est pour Sorel une réaction complètement légitime. La violence est complètement légitime. Alors vous voyez, là c'est le cas de Marx. En fait, j'ai rajouté quelque chose qui n'existait pas du temps de Marx, c'est la nature. S'il y a une violence dans ces deux sens, il y a aussi, si j'ai mis la nature autour, j'ai un peu exagéré, mais on a dit qu'il y a quand même des pressions de la nature sur les êtres humains, et puis les êtres humains font des pressions sur la nature. Et ça, c'est pas les mêmes. Donc les flèches, là, il y a les mêmes tailles, mais c'est pas les mêmes. Il se trouve que la nature exerce plus de pression sur les dominés. Si moi j'habite les Hautes-Alpes et qu'il fait encore frais, vous allez voir que d'ici quelques années, c'est plutôt les riches qui seront dans les Hautes-Alpes et les pauvres, ils seront dans les endroits où il fait très chaud. C'est déjà comme ça dans les pays du tiers-monde. Et donc, clairement, la pression n'est pas la même. Et puis, ce que les hommes exercent sur la nature, c'est pas non plus la même force et la même pression. On vous a raconté hier que quelqu'un qui va sur la Lune, c'est son objectif, sa consommation, ce que disait Marc Chenet, c'est je ne sais pas combien de milliers de fois notre pression sur la nature. Donc, quelque part, cette violence, elle est partout. Alors, cette violence, elle était affichée. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'elle est interdite. C'est une partie de la violence, ça pourrait être l'insurrection, c'est la casse-prison. Et du coup, on va réfléchir à ces questions de tabou. Alors, pour réfléchir à ces questions de tabou, moi, mon grand copain, c'est Castoriadis. Et du coup, c'est assez facile d'aller puiser chez lui pourquoi il y a des tabous. Alors, en fait, ce qu'il dit, c'est très simple. Ce qu'il dit, c'est que toutes les sociétés, alors qu'on appelle primitives ou pas, ou même les civilisations, elles se créent parce qu'il y a un imaginaire radical d'un collectif. Donc, une imagination radicale d'un collectif. Et on voit que cette imagination, elle est très florissante parce qu'une culture ne ressemble pas du tout à une autre. C'est des organisations complètement différentes. Et donc, à un moment donné, ça se cristallise, on est d'accord, on crée des façons de faire. On crée des façons de faire, ce qu'on appelle, ce qu'appelle Castoriadis des institutions. Et du coup, des institutions et des lois, c'est des façons de vivre ensemble, organisées. Et ces façons de vivre ensemble organisées, on ne va pas en changer, parce qu'en même temps qu'on a créé ces institutions, on a créé les tabous pour pas que ça bouge. Et du coup, en général, c'est les dieux. Quelque part, si la société est organisée comme ça, c'est parce que les dieux ont dit qu'il fallait l'organiser comme ça. Et si on ne fait pas comme ça, il y a les dieux qui sont fâchés. Et donc, la compréhension du monde, elle se fait à travers les tabous qu'on a créés. Et les institutions et les lois, elles sont faites que pour une chose, comme on verra après le dialogue, c'est fait pour agir sur le monde. Comment agir ensemble sur le monde? Donc, la question de l'action sur le monde. Donc ça, c'est les sociétés hétéronomes. Donc, je vous ai dit primitives ou autres. Mais aujourd'hui... Alors aujourd'hui, regardons un petit peu. Alors reprenons la finance, parce que je suis prof de finance comme Marc Chenet. Si on commence à toucher, alors moi je fais travailler mes étudiants en éthique sur, ils prennent le sujet qu'ils veulent, alors ils prennent à un moment donné les produits financiers agricoles, la spéculation sur les céréales. Marc Chenet vous a montré la hauteur de cette spéculation. Et là, ils font une enquête et puis ils regardent l'impact sur les paysans les plus pauvres, qu'est-ce que les prix font quand il y a variation de ces prix, qu'est-ce que ça impacte la société et les hommes, la nature, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne demande jamais à faire aux étudiants. Ils font ça, ils en concluent quoi? Ils en concluent que
il faudrait arrêter cette spéculation. Après enquête. Bon. Et est-ce que c'est possible d'arrêter cette spéculation? Alors la question, elle est, c'est quoi la spéculation? C'est le fait qu'on peut vendre des paris, on peut faire des paris entre nous sur des marchés organisés. Et un tabou de la société, de notre société moderne, économique, c'est les marchés. C'est-à-dire toucher au marché, dire qu'il y a des choses où il ne faut pas faire de marché, c'est un véritable tabou, y compris sur l'évasion fiscale. Quand on a fait une lutte avec Marc Chenet et d'autres contre l'évasion fiscale, et puis l'équipe STIP, ben on s'est bien rendu compte qu'il y avait une réaction hyper violente parce que c'est un tabou, parce qu'y compris la fiscalité est vue comme un marché. Les entreprises doivent être libres de choisir où elles payent leurs taxes, etc. Ça fait partie, c'est un marché, ça ne doit pas être remis en cause. Donc le marché ne doit pas être remis en cause. Il y a un autre tabou qu'on peut découvrir par un exemple vécu. C'est un deuxième tabou qui ne concerne pas les marchés, mais qui concerne un autre truc tabou, c'est la propriété privée. Si vous touchez à la propriété privée, alors là, c'est la fin. Il faut vous détruire. Et du coup, la propriété privée, elle se loge même partout, parce que quand vous mettez en cause, par exemple, le greenwashing des fonds éthiques, derrière ce greenwashing des fonds éthiques, il y a quoi? Il y a le fait qu'on ne veut pas toucher, quand on vous vend un fonds éthique pour atteindre le 2 degrés, faire un monde à moins de 2 degrés, vous allez regarder ce qu'il y a dans ces fonds éthiques, vous allez trouver LVMH. Est-ce qu'on est sûr qu'avec les parfums, peut-être ça va aider, hein? On va parfumer le monde, ça va peut-être aider. Et puis Tesla, par exemple. Alors Tesla, bon, peut-être qu'en faisant avec les bitcoins, à un moment donné, ils proposaient que ce soit fait avec de l'énergie solaire. Donc c'est peut-être génial. On va peut-être vers le monde à 2 degrés. Mais quelque part, ce qu'on ne veut pas toucher, c'est à cette propriété privée. Et qui est détenteur d'une grande partie de la propriété privée et de la propriété des moyens de production? Eh ben, c'est les entreprises. Hein. Donc il ne faut pas toucher aux entreprises. Donc on voit qu'il y a des tabous puissants. Alors nous, en finance économie, c'est la propriété privée et le marché. Si vous touchez à ces deux choses, ça ne peut pas bien se passer. Alors, un troisième tabou qu'on va voir aujourd'hui, c'est la violence. C'est un tabou, la violence. Il ne faut pas de violence. Y compris ici. Y compris aussi, je vais essayer de ne pas faire de tabou sur les tabous, eh ben, ce ne serait pas bien pensant d'avoir invité des gens qui pensent radicalement différent. Parce il pourrait y avoir de la violence verbale, de la polémique forte. Et qu'est-ce qu'on adore aujourd'hui? C'est le dieu du consensus. Le consensus est un dieu, s'il y a polémique, c'est pas bien. On va dire c'est pas bien. Alors que, on va voir ça. On va voir la suite. Donc il y a ces tabous, et puis le tabou de la violence, qui est un tabou très fort. Alors par rapport à ce tabou de la violence, comment peut fonctionner, on va reprendre Castoriadis, comment peut fonctionner une société sans tabou? Et ça, c'est ce qu'il décrit comme la démocratie. Alors lui, il prend l'exemple de la démocratie athénienne, mais ça n'a aucune importance. Et comment fonctionne une société sans tabou? Il faut qu'elle casse ses tabous à un moment donné, et qu'elle comprenne plus le monde à travers ses tabous. Et qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'autre graphique? C'est l'autre graphique, les lois sont fixes. Et quand on comprend le monde, on le comprend par rapport au tabou. Mais là, on ne va plus le comprendre par rapport au tabou. On va chercher à comprendre le monde collectivement par le logos. Et le logos, c'est le dialogue entre nous aujourd'hui. C'est ce dialogue-là qui est le logos. Et c'est un dialogue, alors chez les Grecs, c'est le dialogue rationnel. Et c'est là où il y a la science. Parce que ce n'est pas quelque chose, on ne va pas agir sur le monde que par les émotions. On va agir sur le monde par aussi une forme ou une autre de rationalité. Et on va la trouver dans ce logos. Donc c'est là où on va loger la science. Et quelque part, cette histoire de créer cette discussion va nous permettre de faire changer les lois. Et les lois deviennent évolutives. On va dire, ah bon, finalement, là, on est d'accord collectivement pour faire autrement. Et par rapport à notre système d'effondrement, c'est un mécanisme comme ça qui est un mécanisme créateur. Alors pourquoi il serait créateur? Parce qu'en fait, on a un besoin radical de changer le monde. Alors je prends un exemple, par exemple. Je vais faire une polémique avec Gaël Giraud qui n'est pas là. Voilà. Donc je m'excuse, hein, je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra me répondre. Voilà. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'il me dit, Gaël Giraud? Alors il me dit, il y a 2 milliards d'êtres humains qui vont sûrement
puis pouvoir rester chez eux d'ici 10, 20, 30 ans. Alors ça, quand j'ai entendu ça il y a 2-3 ans, ça m'a mis un coup dans le foie, quoi. 2-3 milliards d'humains, ils ne peuvent plus rester chez eux. Donc vous voyez bien qu'après, on se pose des questions. On se pose des questions, soit ils viennent chez nous, soit ils meurent chez eux. Il n'y a pas de 36 solutions. 2-3 milliards, c'est quand même énorme. Ça voudrait dire que si on prenait la quote-part de la France, il faudrait qu'on passe de 60 millions à 80 millions pour les accueillir, si chacun prend sa quote-part. Donc c'est quelque chose de colossal, qui ne sera pas sans violence non plus. Donc vous voyez qu'à un moment donné, il y a cette possibilité-là, où quelque part, on voit de la violence future. Et puis, moi, je peux proposer un monde plus radical où je dis, ben voilà, je dirais, ben, tiens, pourquoi pas, si on est 98% à pas être d'accord avec continuer comme ça pour arriver là, on fait une insurrection et puis on met en place une société sobre et égalitaire. Alors, pas que égalitaire, mais radicalement égalitaire et radicalement sobre. Et là, peut-être, on va éviter ces 2 milliards soit de morts, soit de problèmes de violence. Donc, quelque part, il va falloir qu'on pèse collectivement cette violence. Hein ? Il y a peut-être de la violence à faire ça, parce que même si 98% des gens sont d'accord pour ça, c'est pas pour ça que les 1% des oligarques sont d'accord pour ce projet-là. Imaginons qu'ils ne soient pas d'accord, et imaginons que les 98% soient d'accord. À un moment donné, il faut prendre le pouvoir. Et puis, il y a quand même une violence. Prendre le pouvoir, imaginons qu'on mette tous les gens contre du pouvoir, et puis qu'on soit tous d'accord à 98% de cet autre monde, on prend le pouvoir, on les met au château de Versailles, tous, de des super bonnes conditions, mais on leur enlève leur portable. On leur enlève leur portable, tout moyen de communiquer. Oh, c'est pas tellement violent vu par nous, mais vu par eux, ça peut être hyper violent. Hein ? Donc, quelque part, on voit bien que dans ces changements structurels, on va avoir plusieurs chemins pour aller vers des mondes différents. Le monde A, le monde B, le monde C. Chacun de nous aura un imaginaire différent. Et peut-être qu'à un moment donné, ça va se cristalliser pour aller vers un autre monde. Mais en tout cas, là, s'il y a une science des effondrements, pour moi, elle va porter aussi sur cette pesée de la violence. C'est-à-dire estimer quelle violence il y aura dans différents mondes futurs. Si on continue le business as usual, quelle violence on aura dans le futur. Si on fait autrement, quelle violence il faut pour ne pas faire le business as usual, pour passer vers une autre structure de monde. Donc cette question de la violence est centrale. Alors, là, je pourrais vous donner 1000 exemples de violence. On n'a pas le temps. Comme je suis le maître du temps, il me reste encore 7 minutes. Et du coup, je vous donne un petit exemple fictif pour finir et puis pour voir comment on peut faire une science de l'effondrement. Quelque part, on peut essayer de mesurer l'impact. Prenons un exemple très très simple, caricatural. Supposons qu'il y ait 10% de plus riches, 80% de gens ordinaires et 10% des moins riches, pour ne pas dire des pauvres. Et puis, supposons que leur mode de vie, c'est 12 pour les moins riches, 20 pour la classe moyenne et 100 pour les plus riches. Bon. Et qu'à 10, c'est la limite de la survie. En dessous de 10, on ne survit pas, on meurt. Et puis qu'on a 3 décisions possibles. Une décision 1, une décision 2, une décision 3. Alors vous voyez bien, chaque groupe va avoir son choix. Le groupe des plus riches, il va voir que si on prend la décision 3, et il passera d'une richesse de 100 à une richesse de 30. Je veux dire, c'est une catastrophe pour lui. Et par contre, les plus pauvres, ce qu'ils vont voir, c'est que seule cette décision 3 leur permet de ne pas mourir. Donc vous voyez, là c'est chaud. Mais on peut voir que dans des exemples actuels, je pourrais vous prendre des exemples sur l'alimentation aujourd'hui, c'est chaud. Il y a des gens qui meurent de faim. Et les trucs, est-ce qu'on continue à faire du biocarburant pour nos avions en disant qu'ils sont écolos et que maintenant on fait du voyage écolo parce que du coup on a piqué de la nourriture aux plus pauvres? Bon. Et puis est-ce qu'on nous pose la question, est-ce que si on mange moins de viande aujourd'hui, est-ce que si je fais 20% de moins de viande, est-ce que cette économie de céréales, elle ira à un plus pauvre pour le nourrir? Est-ce qu'on ne peut pas faire une structure qui fasse ça? Enfin, ces questions, elles sont concrètes. Alors, on propose du coup, on propose 2 schémas de la science.
Un qui est réformateur et qui est basé sur la vision de Castoriadis des sociétés hétéronomes, c'est-à-dire on met pas en cause radicalement les choses, et une qu'on va appeler démocratique, où on peut rediscuter de tout le temps et ensemble. Alors, sur cette question-là, supposons qu'il y ait des influenceurs, alors, les influenceurs qui influencent la science. Alors, si les influenceurs sont que les plus riches, alors vous voyez bien qu'ils vont influencer l'institution de la science et ils vont dire on étudie les décisions 1 et les décisions 2. Je veux dire, il ne va pas aller étudier la décision 3, qui est trop pénalisante. Alors pourquoi peut-être il étudie la décision 2 ? Parce qu'il finalement il essaye de tenir compte un peu de l'intérêt des classes moyennes, où les classes moyennes font un peu pression. Donc on étudiera que les questions 1 et 2. Et donc l'institution de la science, elle va regarder l'impact sur les influenceurs de ces affaires-là, et puis sur les non-influenceurs. Et puis du coup, en fonction de ça, on va réformer ou pas nos institutions, et en gros, ça va toujours être positif pour les influenceurs et pour les non-influenceurs. Donc ça, c'est le schéma actuel de la science. Et celui qu'on propose, c'est un schéma démocratique, où du coup, c'est des citoyens, dans peut-être des conventions citoyennes permanentes, dans tout ce que vous voulez, qui du coup définissent quelles sont les décisions possibles. Et là, ils mettront à l'ordre du jour, à l'agenda, qu'il y a aussi la décision 3 qui est possible. Décision 1, 2, 3. Et puis, c'est eux qui disent quelles sont la grille d'impact qu'ils veulent voir. Ils vont dire, oui, nous, on veut voir cette grille d'impact qu'on a vue, l'impact sur les plus pauvres et les plus riches et les classes moyennes. Alors qu'actuellement, ce n'est pas ça qu'il fait. On ne regarde pas l'impact sur les plus pauvres ou marginalement. Mais donc, ils auront d'autres questions. Donc, ils auront d'autres grilles d'impact. Ils demanderont que la science travaille pour leur donner des informations sur d'autres grilles d'impact. Et par exemple, ils demanderont les impacts sur les citoyens et les impacts sur la nature. Donc, c'est déjà une autre grille d'impact. Et ensuite, en fonction de ça, on va avoir des procédures de choix. Alors là, ça peut être mixte, représentatif et puis direct, que ce soit des votes, ça peut être un mix de représentation directe, indirecte, tout ce qu'on veut. Et là, on réformera les institutions et derrière, on fera le suivi des impacts. Donc en fait, ce qu'on veut montrer, c'est comment, ce qu'on a voulu montrer, c'est comment les tabous et la question de la violence, de pas mettre de soi-disant ne pas interdire de parler de la violence, fait qu'on ne la gère pas et qu'on ne la pèse pas dans les décisions. Or, il n'y a pas pour nous, il n'y a pas d'études ni de science des effondrements possibles si on ne pèse pas les violences actuelles et futures et celles qui sont nécessaires à la transformation vers un autre type de monde. Voilà. Donc, il me reste 2 minutes, un peu moins. Non, c'est ça. Voilà. Donc là, je vous ai mis le tableau du GIEC, c'était pour revenir sur le GIEC. Là, vous voyez tous les scénarios qu'il a pris. C'est vrai que j'ai parlé d'un scénario, par exemple, qui paraît abracadabrant. Tout le monde devient sobre et le monde est très égalitaire. Et bien, ce scénario, il est jamais mis en place. Il n'est jamais exprimé. Et du coup, on ne sait jamais, si jamais on était tous sobres et égalitaires, est-ce que les ressources de la planète suffisent pas à chaque moment? On ne le sait pas. On n'a aucune information dessus parce que ce scénario, on n'en veut pas. Et on n'en veut pas pourquoi? Parce qu'indirectement, on dit, pour arriver à ce scénario, il faudrait de la violence, de méchants révolutionnaires. Alors, vous voyez, je n'ai pas du tout prôné l'insurrection, ni quoi que ce soit. Donc, j'ai aucune chance d'aller en prison. On est tranquille. Je vous remercie. Alors, le lien est facile aujourd'hui, vous avez entendu, il s'agit de retrouver cette question du tabou et aussi de retrouver l'idée que les individus sont polarisés en valeurs. Alors moi, je l'ai évoqué de manière très liminaire, j'avais prévu plus, mais
je me suis un peu pressée, mais je l'ai évoqué avec Nicole Laureau. C'est parce que l'amnistie de Paul Touvier l'angoisse et la met en colère qu'elle ouvre un chantier. Là, du côté de Denis, les hypothèses, c'est l'injustice comme nécessité de réagir. Et donc, on peut retrouver dans les deux cas l'idée que les êtres humains, en polarisant le monde en valeurs, fabriquent un antifatalisme et agissent, c'est une phrase de Canguilhem, et c'est en combinant l'entendement et les sensations que le jugement critique peut se constituer. Et donc, il y a bien quelque chose où on appréhende le monde, et c'est le retour sur cette appréhension du monde qui fabrique, donc, dans une certaine mesure, la politisation du sujet pensant, et ensuite, de différentes manières, par les institutions et par les positions prises au regard des institutions, la possibilité de pouvoir faire valoir ce qui était tabou pour pouvoir le prendre en charge et transformer. Dans les questions qui nous préoccupent, évidemment que cette manière de produire une pensée critique qui lève le tabou, c'est une manière de reconnaître la politisation, puisqu'on va transformer la grille des lieux où on habite, quelle qu'elle soit. Quels que soient les lieux en question, que ce soit l'université, que ce soit la cité dans laquelle on vit, ou la ville dans laquelle on vit, que ce soit la cité au sens large qui nous intéresse. Je vais maintenant donner la parole pour non pas un autre exemple de tabou, mais plutôt un exemple de totem, et comment les totems peuvent mettre dans l'ombre toute une série de questions. Et le travail va être fait donc sur cette notion de résilience qui est très à la mode et quelles sont ses conséquences en termes d'appréhension du monde et de la possibilité ou de l'impossibilité justement de le polariser en valeurs. Il me semble que de ce point de vue-là, on est face à un exemple tout à fait important. Je vais donc donner la parole à Thierry Ribaud. Je reprends mon petit document. Thierry Ribaud est chercheur au CNRS à l'Université de Lille dans un laboratoire qui s'appelle le CLERS. Il a travaillé plus particulièrement sur les processus de production d'ignorance en situation de catastrophe industrielle et sanitaire. Et il est co-auteur avec Nadine Ribaud du livre « Les sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima ». Et plus récemment, ça c'était un livre de 2012, « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs », qui est sorti en mars 21. Je vous donne la parole, donc pour 25 minutes. Merci beaucoup. Bon, ok, merci. Alors, j'ai créé une catastrophe. Je te suggère d'être un peu plus résilient, tu vas voir, ça va bien se passer. Bon, il vaut mieux commencer dans la bonne humeur parce que c'est tellement infâme ce face à quoi on est quand on est devant des catastrophes et quand on voit tout le blabla qui surgit d'un seul coup sur l'événement. Et puis bien sûr, encore plus grave, les décisions politiques qui sont prises. Je parle bien sûr de cet accident nucléaire de Fukushima de 2011, mais je voudrais dire une chose d'abord. Donc j'ai vécu au Japon pendant 14 ans et la dernière phase de mon séjour s'est déroulée entre 2008 et 2015. Et donc ponctuée par cet accident nucléaire. Ça, c'est une chose. La deuxième, ce qui ne me donne pas une légitimité particulière d'en parler, hein, mais en tout cas, c'est la réalité, ce sont les faits. Par ailleurs, j'ai créé à l'époque, en fin 2011-2012, j'ai créé un laboratoire international associé au Japon, qui est en fait une structure franco-japonaise, toute petite structure avec très peu de sous, je vous rassure, qui permet en fait de mener des premières enquêtes et surtout qui permet de créer en quelque sorte un réseau de recherche amenant éventuellement
à des réponses à des appels d'offres plus importants en termes financiers, etc. Donc, ce laboratoire international associé que j'ai créé avec une équipe franco-japonaise, donc une toute petite, on était une petite dizaine, a duré. En fait, les modalités officielles, c'est 4 ans. Et en fait, la plupart du temps, ces structures au CNRS sont renouvelées 2 et la plupart du temps 3 fois, c'est-à-dire 12 ans. Cette structure, je vais être très bref sur l'histoire, mais c'est intéressant aussi parce que ça rejoint le débat d'hier, a été arrêtée net par le CNRS donc, après à peine 3 ans et demi. Parce qu'elle produisait des résultats de recherche qui étaient trop critiques par rapport aux autorités japonaises. Et le CNRS ne pouvait pas supporter ça, car le CNRS... on a oublié hier... il y a quelqu'un hier qui disait mais je ne suis pas payé par les CEA, je ne suis pas payé par les anti-nuc, je ne suis pas payé... Voilà. Il a oublié de dire qu'il n'était pas payé par le CNRS, parce que le CNRS fait partie également des institutions de recherche pro-nucléaires. Alors, le CNRS, à la direction du CNRS, a décidé d'arrêter ce LIA. Elle l'a remplacé quelques mois après et elle l'a nommé un nouveau directeur à la tête de ce laboratoire international associé, un nouveau directeur venant du commissariat à l'énergie atomique. Voilà, c'était une petite anecdote que je voulais vous raconter quand même. Alors, ce qui est intéressant avec la catastrophe de Fukushima, c'est qu'en fait, elle donne lieu, c'est un tournant dans la gestion des catastrophes. C'est pour ça que je considère que la manière dont cette catastrophe a été gérée constitue une heuristique pour toutes les autres catastrophes qui vont survenir après. Bien sûr, et le cas du Covid me donne totalement raison, puisque, comme vous le savez, en France et ailleurs aussi, dès mars 2020 a été mise en place une opération résilience pour faire face au Covid. Et je vous raconterai aussi la suite des événements après. Mais, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la résilience, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un mot médiatique, ce n'est pas une notion à la mode, ce n'est pas un vain mot. C'est un outil d'action politique très solide. Le Japon, au lendemain du désastre de Fukushima, afin de pouvoir répondre à l'incapacité de résoudre les problèmes sur le terrain, parce que c'est une catastrophe encore en cours, hein, je vous le rappelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais avec des cuves d'eau usée dont on ne sait plus quoi faire et qui partent dans l'océan Pacifique, avec 3 cœurs de réacteurs qui sont en fusion et qu'on ne récupérera probablement jamais, avec des piscines contenant 1500 bars de combustible usé suspendus dans les airs qui peuvent tomber au moindre tremblement de terre de même magnitude que celui de 2011, etc. La catastrophe est en cours. Et les autorités, bien sûr, le savent depuis le lendemain de l'accident. Et elles ont utilisé ce qu'elles ont appelé une politique de résilience pour pouvoir, en fait, prétendre résoudre l'impossible, en fait. Car c'est bien là l'objectif de la résilience, c'est de prétendre résoudre l'impossible. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, pour vous donner des idées très claires? En fait, en 2012 a été créé un ministère de la résilience nationale pour répondre à la catastrophe nucléaire. Plus précisément, il s'appelle ministère de la construction de la résilience nationale. Donc un ministre de la résilience nationale a été nommé, n'est-ce pas? Pour vous dire qu'il ne s'agit pas d'un mot médiatique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? 2 grandes orientations dans cette politique nationale de résilience. Un programme de décontamination d'abord, où en fait on a envoyé depuis le centre de la technostructure, on a envoyé des gens sur le terrain, des experts mandatés dans tous les domaines, que ce soit des physiciens, des médecins, mais surtout aussi des neuropsychiatres, chargés d'aller expliquer aux gens qu'en fait, il fallait qu'ils prennent part à la décontamination. Oui, parce que
le cœur de la politique de résilience japonaise, mais c'est vrai aussi pour toutes les politiques de résilience, c'est d'apprendre à chacun à évacuer sa peur. J'y reviendrai après, c'est ce que j'appelle un gouvernement par la peur de la peur. Alors donc un programme de décontamination qui a consisté à rendre les gens, chacun, co-gestionnaires du désastre et de ses dégâts. Et ça, c'est un élément clé de la politique de résilience. Autre élément fondamental, c'est la dite politique de retour, puisque 80 000 personnes ont été évacuées de force, entre guillemets, enfin obligatoirement. 80 000 autres sont parties d'elles-mêmes. 160 000, je parle depuis Fukushima. Après, il y a eu d'autres évacuations d'autres villes en dehors du département de Fukushima, je ne les prends pas en compte ici. Mais il y a un flou artistique sur le nombre d'évacués volontaires. Volontaire, c'est l'expression qui est utilisée par les pouvoirs publics. En tout cas, bon, 160 000, entre 160 et 200 000 personnes ont bougé sur une population de 2 millions de personnes, sur en fait une population de 10 millions de personnes qui en fait sont concernées par les retombées radioactives, qui en fait ne sont pas uniquement tombés sur le département de Fukushima, mais sur une dizaine de départements aux alentours, y compris sur le nord de Tokyo. Alors, mais toutefois, il y a une politique de retour. À peine la catastrophe venait-elle de survenir, à peine un système de subvention prenait vaguement forme pour aider les réfugiés. Il s'agissait notamment de subventions d'aide au relogement dans le département, parfois même des aides au relogement dans des zones plus polluées, plus contaminées que celles que les gens avaient quittées. Bon, ça c'est un détail, mais en tout cas, à peine avait-on mis en place cette politique d'aide au relogement pour les réfugiés, à peine avait-on mis en place cette politique de subvention d'allocation mensuelle psychologique, car il n'y a jamais eu d'allocation dans le contexte de la catastrophe de Fukushima, d'allocation aux victimes données pour des raisons liées à la radioactivité. Il y a toujours eu des allocations liées au choc psychologique. Ça, c'est très intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le fond de commerce aussi de la résilience. Donc, alors, à peine cette politique d'aide aux victimes était-elle mise en place qu'on envisageait déjà la politique de retour, qui consistait en fait à menacer les gens de fin de possibilité d'être logés gratuitement, à menacer les gens de fin de subventionnement, et puis à reconstruire des écoles dans les villages encore contaminés. Voilà. Bon, tout ça, ce sont, je dirais, ce sont les éléments forts de la politique de résilience menée par le ministère de la Résilience nationale au Japon après la catastrophe de Fukushima, avec cette idée centrale, je cite les responsables de cette politique: il est important pour calmer sa peur d'être exposé à la radioactivité. Parce qu'en fait, ça peut vous faire rire, mais en fait, c'est tristement vrai. Parce que le fond du fond, depuis le début, ça a été de dire aux gens que le problème, ce n'est pas la radioactivité. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas la menace. Le problème, c'est la peur que l'on a de la menace. Et c'est là toute la force de la résilience qui consiste en fait à subjectiviser la catastrophe. C'est-à-dire que la catastrophe n'est plus un moment objectif qui survient dans l'histoire, avec un grand H, dans l'histoire de la société techno-industrielle. Ce n'est plus un moment objectif, ce n'est plus un... comment dirais-je oui, ça devient... ce n'est plus quelque chose qui vous tombe dessus et dont vous n'êtes pas responsable, c'est quelque chose, en fait, auquel vous n'êtes pas préparé. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est votre impréparation psychologique, notamment, face au choc. Donc, vous voyez le déplacement fondamental qu'opère la résilience à Fukushima et ailleurs, d'ailleurs. Voilà, ça c'est le tableau rapidement brossé par rapport à la catastrophe de Fukushima. Je dirais que moi, je voudrais insister sur un point, en fait.
Parce que bon, il y a beaucoup de choses que moi j'ai développées dans mon travail au fur et à mesure des années. Ça fait 8 ans que je travaille. J'ai fait ce livre. Enfin, j'ai travaillé pendant 8 ans sur ce second livre, Contre la résilience à Fukushima et ailleurs. J'ai beaucoup travaillé notamment sur la dimension production de savoir et fabrique de l'ignorance dans le contexte de la catastrophe Fukushima. Je ne peux pas aujourd'hui là m'étaler là-dessus parce que ça serait un peu trop long. Je vais me concentrer sur un seul point, c'est cette idée fondamentale que nous apprend cette catastrophe. Et c'est en ça, je pense, qu'elle constitue un tournant dans la gestion des catastrophes à venir. Un tournant, et je ne pense pas que le tournant soit la catastrophe de Tchernobyl, où pourtant on parlait déjà de politique d'accommodation, il y avait déjà un travail sur les comportements qui a été opéré par des équipes européennes, notamment françaises, du commissariat à l'énergie atomique, en lien avec des gens de l'université de Caen, des psychologues, qui ont été envoyés durant les années 90 dans des programmes qui s'appellent Ethos, notamment. Ethos, c'est comportement. Ça n'a rien à voir avec logos, justement. On n'est plus du tout dans le logos. On est dans manipuler les comportements. On n'est pas dans faire éclater, faire naître le dialogue. Ces équipes sont allées à Tchernobyl pour expliquer aux gens qu'il ne fallait pas manger de champignons, qu'il ne fallait pas brûler le bois qui avait été contaminé parce que les particules de césium ne peuvent pas brûler et qu'elles finissent par retomber. En fait, voilà, on leur apprenait des règles de comportement pour vivre avec. On était déjà dans le début de la résilience, mais il n'y avait pas officiellement de politique de la résilience. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, bien sûr, de ministère de la résilience dans le cadre de Tchernobyl. Fukushima marque un tournant fondamental pour ça, parce que là, la doctrine s'affirme. Et en fait, c'est une doctrine qui est héritée d'avant, qui est héritée des catastrophes précédentes. Mais là, elle s'affirme, elle s'affiche, elle est, je dirais, elle est établie, elle est écrite, ça devient la Bible. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'en 2015, l'Organisation des Nations Unies, qui organise son symposium mondial sur les catastrophes, le fait à Sendai, au Japon, et intitule son grand symposium, résilience et gestion des catastrophes. Donc il s'agit bien de mettre devant cet outil comme outil de gestion des catastrophes. Alors, moi, ma thèse, la thèse que je développe, c'est qu'en fait, la résilience est une technologie du consentement, en fait. Ça veut dire qu'en fait, c'est un outil. Alors, technologie, ça veut dire qu'en fait, c'est à la fois une idéologie et une technique. Voilà, tout simplement. Et elle permet, si je puis dire, d'administrer le consentement. C'est-à-dire, en fait, elle permet, donc, là, il y a plein de ramifications, évidemment, dans le raisonnement, elle permet d'administrer la passion des individus pour la situation dans laquelle ils se retrouvent déplacés. Une catastrophe, en fait, déplace les gens, même quand ils ne bougent pas. Je ne parle pas du déplacement des réfugiés. Je parle d'être déplacé au sens de Gunther Anders, c'est-à-dire de se retrouver dans un monde qui n'est plus le nôtre, dans un monde sous la menace duquel nous nous retrouvons placés alors que nous n'avons rien choisi de cette menace, évidemment. C'est ça, être déplacé. C'est être dans un monde qui ne vous appartient plus, sur lequel vous n'avez plus de prise, en quelque sorte. Eh bien voilà, c'est ça. Il faut administrer le consentement à un monde tel que celui-là, à un monde où on se retrouve déplacé. C'est ça l'objectif des politiques de résilience, notamment en administrant la peur. Je vais y revenir après, mais quand je parle de consentement, administrer le consentement, la résilience comme technologie du consentement, c'est consentir à quoi? C'est consentir d'abord à la technologie. Je dirais même consentir par la technologie et à la technologie. Alors, évidemment, dans le contexte de Fukushima, il s'agit de consentir à la technologie nucléaire, d'amener chacun à se dire que malgré le pire qui nous arrive à travers le développement de cette technologie, qu'est le nucléaire civil, eh bien, malgré ça, on peut quand même relancer un programme nucléaire derrière, parce que de toute façon,
il n'y a pas d'autre issue, en quelque sorte. Je reviendrai sur ça aussi. Il y a une fatalisation aussi dans l'esprit de la résilience. C'est un esprit de fatalisation. En fait, il y a une intimité idéologique entre la résiliomanie et la collapsologie, évidemment. Donc, consentir par et à la technologie, on pourrait parler aussi du consentement à la technologie vaccinale, qui en fait, dans le contexte de la catastrophe du Covid-19, qui n'est pas une crise, sert de cache-misère, en fait. La vaccination, on sait très bien qu'elle ne répond en rien aux problèmes des causes des pandémies dont on peut penser, même s'il y a des discussions là-dessus, qu'elles sont largement dues à un développement du techno-capitalisme débridé, quand même. L'agro-farming, la ferme industrielle en est le modèle. Et on voit bien que les vaccins n'ont jamais empêché les fermes industrielles de se développer. Bien au contraire, elles en entretiennent le développement. Alors, consentir par et à la technologie, consentir aux nuisances aussi, c'est-à-dire rendre incontournable, voire nécessaire, le fait de vivre avec le désastre et ses suites. Et voilà, ça c'est un élément important de la politique de résilience qu'on le retrouve en fait également à plein nez dans le contexte de Fukushima, où chacun est amené, et ça c'est la troisième phase du consentement, à la participation, c'est-à-dire à devenir acteur, comme on dit joliment, par la cogestion des dégâts, qui en fait déresponsabilise les responsables et rend coupables les victimes. Si vous avez mal à la tête, c'est parce que vous n'avez pas mis votre casque, en fait. Donc, c'est bien ça aussi qui s'opère à Fukushima de manière paradigmatique et heuristique, c'est-à-dire où en fait les autorités sont venues en quelque sorte éduquer les foules, quand elles n'ont pas été d'ailleurs, ces autorités, relayées par des associations dites de sciences citoyennes qui sont venues en fait éduquer chacun à s'accommoder du désastre, à vivre avec, à mesurer son quotidien, à géométriser la vie, même si cette vie est mutilée et même si cette vie n'est pas une vie mais en fait une survie en zone contaminée. Participer à ça, voilà. Consentir également à l'ignorance. Voilà ce que fait la politique de résilience. À consentir à l'ignorance en désapprenant à être affecté par ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, par la santé notamment. Notre santé. Oui, parce que qu'est-ce qu'on apprend aux gens, en tout cas dans un contexte comme celui de Fukushima, c'est flagrant, c'est en fait à négliger en fait les bases scientifiques qui sont pourtant tout à fait connues et qui n'ont rien de secret, selon lesquelles toute exposition à la radioactivité entraîne des risques de cancer. Dès qu'on sort de 0 millisievert par an et par personne, on passe déjà on rentre dans des zones à risque en termes de cancer, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'immunité. Et la politique de résilience tendrait à finalement accréditer le fait qu'il y ait une immunité, en nous faisant consentir à l'ignorance du savoir de base. Et consentir enfin à l'entraînement, à l'apprentissage et à l'expérimentation de nouvelles conditions de vie qui sont induites par le désastre. Là, je ne vais pas vous faire un dessin. Il me semble que la catastrophe du Covid-19 et la manière dont elle a été gérée, en tout cas chez nous, montre admirablement comment nous sommes prêtés à l'expérimentation de nouvelles conditions de vie qui vont être très utiles pour les prochaines pandémies qui sont d'ailleurs annoncées par les pouvoirs publics. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. 3 minutes. Bon. Alors, 3 minutes. 4, merci. C'est très gentil. En fait, 3 idées fondamentales de la résilience. C'est ne pas s'attaquer aux causes. Voilà, ça c'est le cœur. Surtout ne jamais s'attaquer aux causes des catastrophes. Rendre le désastre subjectif, très important, fondamental. Aller même le rendre tellement subjectif qu'on peut même aller vers un éloge du sacrifice. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est fait à Fukushima, mais j'en parlerai peut-être dans les jeux de questions-réponses.
C'est ce qui s'opère également en France avec la création en France, je précise qu'il y a des ambitions de créer une forme de ministère de résilience nationale. On voit ça, on trouve cette idée dans un rapport parlementaire paru en février 2022, le 22 février 2022, juste avant l'annonce de la guerre en Ukraine, rapport parlementaire intitulé de la mission sur la résilience nationale, visant à mettre en place une loi dans la prochaine législature qui s'intitulerait Engagement et résilience nationale. Je peux vous donner le programme en détail après, on va y revenir. Donc rendre le désastre subjectif, quitte à aller jusqu'à l'éloge du sacrifice, voilà bien le programme de la résilience. Et puis troisième élément fondamental, ce que j'appelle l'émotionnalisme, c'est-à-dire une espèce de racisme des émotions, où on fait le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais d'avoir comme émotion. Et bien sûr, les bonnes émotions, c'est être tourné vers l'avenir, avoir de l'espoir, avoir de la solidarité. Et puis les mauvaises, c'est la colère, la peur, la révolte, le ressentiment. D'où le gouvernement, par la peur de la peur, qu'actionnent en fait de plus en plus les dirigeants dans les situations de catastrophe. Ce qui peut se comprendre, moi je les comprends complètement, puisque la peur, c'est une des rares sources qui peut nous amener à la colère et à la révolte. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Comme hier, je vais vous demander si vous avez envie de vous poser des questions. Je voulais juste poser une question à Thierry, moi, sur le fait que cette résilience est reliée dans votre propos à une vraie catastrophe majeure, mais qu'on l'a beaucoup utilisée pour des choses plus mineures. Et la description que vous avez faite de la domination rapprochée dans les circonstances de Fukushima ou du Covid, ça a été aussi utilisé pendant très longtemps dans les hôpitaux pour obtenir des femmes qu'elles avortent quand elles étaient enceintes d'un trisomique, par exemple. Ça a été utilisé quand on a détruit des immeubles, par exemple à Lyon. Il y avait une équipe qui venait voir les gens de manière rapprochée pour que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'ils puissent assister à la destruction de leur lieu de vie sans révolte, justement. Il y a eu également, on pourrait multiplier comme ça, ce qui fait qu'en fait, on voit bien comment les choses ne surgissent pas d'un seul coup, mais qu'elles sont rodées dans des événements plus petits. Et donc la question, c'est où est-ce que la résilience pourrait également s'insinuer au-delà de la catastrophe nucléaire qui a été votre objet. Je réponds maintenant ? Bon, oui. Elle s'insinuait. Je pense que c'est l'outil central des dirigeants actuels de gestion des catastrophes, puisque c'est pas pour rien. Juste une citation. Le numéro 2 de l'OMS en 2021, l'année dernière, avait déclaré qu'en fait, il serait probable il est fort probable qu'on ne sortira pas de la crise du Covid-19, mais par contre, il faut absolument éradiquer la peur que l'on a du Covid-19. Donc on est bien dans une gestion par la peur, là aussi, de la part de l'OMS en tout cas. Ce message est assez clair. Et puis si j'en crois le rapport que j'ai évoqué là, sur le rapport parlementaire sur de la mission pour la résilience nationale, on voit bien qu'on est exactement dans le même type de discours. J'en donne un exemple. Je vais citer parce que c'est trop délicieux et puis je ne peux pas avoir ça de mémoire. Voilà ce que dit ce rapport. Nous avons tous le devoir de faire prendre conscience à nos concitoyens que le monde qui les entoure est un monde violent et qu'ils vont être rattrapés par cette violence très rapidement, quoi qu'il arrive. La violence. Et une fois ce vent, mais c'est pas la même que celle dont tu parles. Et une fois, ou peut-être, et une fois ce vent de panique. Alors donc, vent de panique, la violence est partout. Et une fois ce vent de panique semé, on a les mêmes auteurs qui nous disent plus loin. Il faut éviter que s'immisce au sein de la population des jeunes une peur du futur, car si ce futur est perçu comme hostile, comme menaçant, cela devient très problématique.
La propension à l'anxiété et à la frustration des générations actuelles tente à réduire notre capacité de résilience collective dans une situation de crise grave. Alors, vous voyez bien le message, c'est double pensée, c'est-à-dire qu'à la fois il faut avoir peur, parce que c'est affreux, on est menacé de partout. La 5G, comment envoyer les satellites, il n'y a plus de place, le piratage informatique, enfin tout nous menace, mais d'un autre côté, surtout n'ayons pas peur. Donc la peur inquiète, visiblement, en tout cas. Et j'en tiens pour preuve également cette autre citation du rapport. Alors, tout comme, vous voyez, je vous ai expliqué comment à Fukushima, les autorités ont enjoint la population à participer à la gestion du désastre en décontaminant, afin de ne plus avoir peur de la radioactivité. Et bien là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, votre rapporteur estime qu'il est indispensable qu'en France, les populations soient mises dans la position d'acteurs plutôt que de consommateurs, comme lorsque nous avons été incités à fabriquer nous-mêmes des masques sanitaires. Cette implication pourra en retour réduire le sentiment d'anxiété, voire d'angoisse éprouvée. Voilà. Donc Fukushima et ailleurs, nous sommes en France 11 ans après, et on a mot pour mot la même rhétorique que les autorités japonaises. Est-ce que vous avez des questions à vous poser ? Je voulais faire une remarque. Il me semble que dans la théorie de René Girard de la victime innocente qui est transformée en coupable, eh ben, il manque une partie. Il n'a jamais expliqué comment ça se passe. Et il me semble que dans notre monde moderne, je viens d'avoir la réponse avec l'outil de la résilience dans l'exposé qu'on vient d'avoir. Alors, comme je suis pour l'égalité de temps de parole que je respecte jamais, je préfère passer les questions.